On revient en France, si vous le voulez bien. Sans doute avez-vous vu passer cette phrase. Elle est d'Emmanuel Macron. Il s'adressait aux parlementaires de La République En Marche pour leur dire que l'immigration, c'était un sujet important et qu'il fallait s'en saisir. Il a donc promis un débat sur ce thème. Et il a dit à ses troupes, nous ne devons pas être le parti des bourgeois. Parce que les bourgeois, ils ne croisent pas l'immigration, parce qu'ils ne sont pas pauvres et que ce sont les classes populaires qui sont face à ces difficultés. Voici d'abord deux points de vue avant de lancer le débat pour savoir si La République En Marche est ou non un parti bourgeois. Sûrement pas, dit Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Il était hier sur Public Sénat et pour lui, En Marche, c'est le parti du peuple. Ce qu'il veut, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de sérénité, écouter les Français, écouter le peuple et se sentir proche d'eux. Quand il dit hier soir aux parlementaires d'En Marche, En Marche ne peut pas être un parti bourgeois. En Marche doit être le parti du peuple. Parce que les bourgeois, eux, ils n'ont jamais aucun problème. Par contre, le peuple, lui, il a tous les problèmes. Voilà, dans l'imagerie populaire, le bourgeois, avant d'être celui qui n'est pas confronté à l'immigration, c'est plutôt celui qui a de l'argent. Évidemment, cet argument n'avait pas échappé aux socialistes. Écoutez Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans. Je suis très surpris que ça soit sur la question de l'immigration que Emmanuel Macron s'aperçoive qu'il y a une différence entre les bourgeois et les classes populaires, parce que pour l'ISF, il n'y avait pas de problème. Alexandre Devecchio, Emmanuel Macron, c'est le président des bourgeois ? D'abord, ce n'est pas une insulte, mais sociologiquement, c'est plutôt vrai. Il a été d'abord le président et avant tout de la nouvelle bourgeoisie urbaine et mondialisée, de la start-up nation, des grandes métropoles, etc. Et on a vu que depuis les européennes, il avait conquis une partie de la bourgeoisie plus traditionnelle, ses scores dans le 16e arrondissement, à Neuilly, qui avait été effrayé par les Gilets jaunes et séduit par sa posture d'homme d'ordre. Donc oui, il a réuni, je dirais, les deux bourgeoisies d'une certaine manière, la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite, mais il est seul sur l'échiquier politique, il n'a pas d'opposition à part Marine Le Pen, il se dirige sans doute vers un second tour Macron-Le Pen et il se dit qu'il faut qu'elle fasse le moins possible et qu'il parle quand même aux classes populaires. Alors ça, c'est si on est cynique, peut-être qu'il se dit aussi que pour être président de la République et un homme d'État, il ne faut pas parler seulement aux 25% qui votent pour lui, à sa base électorale, mais également parler au reste du pays. Donc il y a sans doute un mélange de stratégies et il faut l'espérer aussi, une prise de conscience sincère, notamment grâce au mouvement des Gilets jaunes et à la peur qu'il a véhiculée dans l'establishment et au gouvernement, qu'il ne pouvait pas gouverner contre ou sans la majorité de la population qui lui est malgré tout plutôt opposée, puisque sa base lui suffit pour gagner les élections, mais quand même assez restreinte. Valérie Toragnan. Bourgeois, pas bourgeois ? Bourgeois, clairement. Je suis d'accord que ce n'est pas d'ailleurs forcément une insulte. Mais oui, bien sûr. Et surtout, j'allais dire de plus en plus bourgeois, parce que ceux qui ont voté lors des dernières élections, c'était clairement voilà, des Français du centre-droit, plutôt libéraux, plutôt un peu les caractéristiques que vient d'évoquer Alexandre. Donc oui, il y a une droitisation en ce moment d'Emmanuel Macron, mais enfin ça correspond, voilà, il n'y a plus de gauche aujourd'hui en France. Le peuple de droite, il n'est plus non plus chez les Républicains, il est bien souvent au sein du Rassemblement national. Et le peuple de gauche, s'il en reste un, il est plutôt France Insoumise ou sur ces extrêmes-là. Donc la France se droitise, La République En Marche est clairement aujourd'hui un parti beaucoup plus de centre-droit et de droite libérale qu'autre chose. Donc oui, lui, il veut aussi avoir une posture d'homme d'État qui n'oublie pas complètement le peuple. Donc la question de l'immigration, pour lui, c'est une manière déjà de rentrer en campagne par rapport à Marine Le Pen. Je suis assez d'accord. Donc voilà, Alors, est-ce que c'est une droitisation ? Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on dit « Ah, il parle d'immigration, donc droitisation ». Je pense que la société française aujourd'hui, quand on regarde la grande enquête qui a été faite sur les fractures au sein des Français qui a lieu annuellement et qui a été publiée par Le Monde, aujourd'hui il y en a presque clairement une majorité, mais écrasante, qui dit que pour eux, droite et gauche ne veut plus rien dire. En revanche, ils se rejoignent sur des préoccupations, les Français. Donc ne plus être dans le déni de ces questions d'immigration, c'est quelque part être en phase avec les Français, qu'ils soient bourgeois d'ailleurs ou pas bourgeois. Et en ce sens-là, oui, il épouse une réalité qui est la réalité aujourd'hui des Français.
Claude, c'est intéressant ce retour d'une analyse sociologique, parce que marxiste, ça vous paraît pertinent pour juger de ce qu'est Emmanuel Macron? En fait, c'est vrai qu'il y a une forme de retour de lutte des classes, mais c'est plus du tout les luttes des classes de la révolution industrielle. C'est effectivement la carte du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, avec les territoires qui ne sont pas tellement d'ailleurs des territoires bourgeois, mais qui sont des territoires effectivement intégrés dans la mondialisation et qui ont voté Emmanuel Macron. Les métropoles. Et oui, les métropoles, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des endroits, par exemple, si vous prenez la région de Cognac, c'est une région extrêmement prospère. Vous avez donc c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi une bonne partie de l'Ouest qui a voté Emmanuel Macron, mais qui étaient des régions plutôt protégées du chômage. Et en face, on a en fait la carte des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette espèce de S qui parcourt le territoire, qui sont effectivement des régions qui ont beaucoup voté France Insoumise et surtout ce qui était à l'époque le Front National en 2017 et qui part effectivement du nord-est de la France, qui passe par le centre et qui termine par le sud-ouest. Donc, ce qui est important, je trouve, c'est pas fait. Donc, effectivement, et ça a été durci par les européennes, puisque finalement, les jeunes et une partie de la gauche sont partis chez les écologistes, et donc Emmanuel Macron, maintenant, en fait, a l'électorat de la droite modérée et libérale, et puis de la gauche libérale, et ça, c'est effectivement un électorat qu'on peut dire majoritairement bourgeois. Ce que je trouve plus intéressant, c'est, en fait, pour LREM, la vraie question, c'est pas est-ce que c'est un parti bourgeois, c'est est-ce que c'est un parti? Parce que c'est ça l'ambiguïté depuis le début, c'est-à-dire qu'en dehors de la personne d'Emmanuel Macron, normalement, qu'est-ce qu'on a dans un parti? On a une histoire, on a un corps de doctrine, on a un réseau d'élus, une discipline de parti, et puis une sociologie électorale. Et en fait, ce parti, il est à l'image de Macron, je pense qu'il est complètement plastique, et en fait, il n'a pas de doctrine. Sa direction est extrêmement faible, et c'est normal, puisqu'en fait, le vrai patron du parti, c'est le président de la République. Et les élus, on voit finalement que les élus ou les militants, ils appliquent la technique Macron, et je trouve que l'aventure Villani est extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas liés au parti, ils ne sont pas liés à une doctrine, ils ont une ambition, une aventure personnelle, ils utilisent LREM pour leur aventure personnelle, et le jour où ça ne les intéresse plus, ils changent. Et c'est pour ça qu'on voit des députés qui partent massivement. Et en fait, sur l'électorat, c'est la même chose. C'est un électorat, une sociologie qui n'existe pas, qui est plastique, et qui se recompose. Et l'aventure unique d'Emmanuel Macron, c'est de se dire justement que c'est un président qui en fait est un président sans vrai parti, sans vraie majorité, sans vrai électorat, mais que le magicien arrive à assembler les morceaux du puzzle au bon moment, ce qu'il a presque réussi à faire au moment des élections européennes. Et peut-être aussi sans vraie doctrine. Et sans doctrine, bien sûr. Christian Macarian, on comprend l'intérêt pour Emmanuel Macron de ne pas être uniquement le représentant des classes favorisées, mais est-ce que l'immigration est le bon levier pour se rapprocher du peuple? Est-ce qu'on ne peut pas penser que sur un thème comme celui-là, de toute façon, il ne sera jamais aussi convaincant qu'une Marine Le Pen pour les classes dites populaires? Je crois que ce qu'a fait Emmanuel Macron en procédant à cette déclaration, c'est de rappeler qu'il est là pour abolir le politique et le remplacer par le sociologique. Son parti, à mon avis, bourgeois, c'est pas le terme le plus adapté, est un parti de bobos, bobos de gauche, bobos de droite, bobos qui ont le même style de vie, qui s'opposent à d'autres styles de vie, en particulier à celui des Gilets jaunes, et puis peut-être à ceux des très grands riches, mais qui ont peu de contact avec la population. Donc, il confirme cette idée, à mon avis, assez folle, qu'on peut gouverner un pays qui a l'histoire qui est celle de la France, de la droite et de la gauche, à partir du centre contre les périphéries. Alors, il y a une périphérie qui, heureusement, est dirigée par Mélenchon, donc on sait qu'elle n'a pas beaucoup d'avenir, mais l'autre, en revanche, qui est dirigée par la tante et la nièce du côté du Rassemblement national, à mon avis, a beaucoup plus d'avenir. Donc, Emmanuel Macron fait encore une fois un drôle de pari, et il poursuit dans cette veine sociologique que personnellement je trouve dangereuse. Alors, pour en revenir aux questions d'immigration, les bobos que nous sommes, allons-y, ont un point de vue modéré et critique sur l'immigration. Il peut y avoir là-dessus un point d'agacement
qui met tout le monde d'accord, effectivement. On pense que ça va trop loin, qu'il y a une transformation du paysage urbain, qu'il y a une transformation du message culturel de ce pays, qui, c'est une manière très habile de ne pas appeler de manière plus accentuée les problèmes par leur nom. Et de ce point de vue-là, Macron joue bien, une fois de plus. Il est virtuose, mais il s'appuie sur la base sociologique que lui-même il dénonce. Le problème est là, il y a une contradiction dans sa démarche. Peut-être juste, c'est quand même de la triangulation basique. En politique internationale, je fais de l'Europe, mais je fais l'ouverture à la Russie. Oui. Je fais du Trump, mais je fais la médiation avec l'Iran. Et en politique intérieure, je fais de la PMA pour ma gauche et je fais de l'immigration pour ma droite. Très franchement, c'est pas très raffiné, mais c'est toujours le jeu du président. Pardon, mais je ne suis pas sûre que la gauche et le peuple, sur la question de la PMA, soient aussi concernés que ça. Mais j'entends ça. Je pense que c'est typiquement une préoccupation bourgeoise. Je ne sais pas si le pari sera gagnant, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a derrière. Oui, mais je pense que c'est un peu vieux monde, ça, cette façon de mettre la PMA dans la préoccupation du peuple de gauche. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et sur l'immigration, il va au fond du problème peut-être le plus aigu de ce pays en termes de perception. Les gens perçoivent ce problème comme l'a dit un grand sociologue repris par François Hollande, il y a une insécurité culturelle qui s'est installée. Il n'y a pas de doute. Donc quand Macron évoque ce sujet, il sait qu'il y va d'ailleurs à pas très feutré, il sait que c'est le point de discorde majeur de la société française et qu'en gros, il y a beaucoup plus de bataillons de Français et d'électeurs français du côté de l'agacement que du côté de la modération. Donc, il veut essayer de récupérer tout ça, mais je regrette, il repasse par le discours bobo et bourgeois pour le faire. Bon, en tout cas, pour vous qui nous suivez, chers internautes, l'affaire est entendue. Oui, En Marche est un parti bourgeois. Vous êtes les 3/4 à penser ça. Il est difficile de remettre en cause le côté bourgeois d'En Marche, nous dit Bronito. Et l'ON confirme, les électeurs de ce parti ont un intérêt qui n'est pas forcément celui d'autres catégories de Français qu'ils ne côtoient pas. Le jugement de l'électeur macronien de base sur les Gilets jaunes est assez révélateur de son embourgeoisement. Et Bronito, qui abonde dans le sens de Nicolas Bavray, En Marche n'a effectivement pas de colonne vertébrale doctrinale, à part dire qu'il est centriste, difficile de dire ce qu'il représente. C'est peut-être un peu le danger aussi, Alexandre Devecchio, de cette prise de position sur l'immigration, c'est que c'est tellement, une politique dissuadant l'immigration, c'est pas du tout l'esprit d'En Marche, donc peut-être que ça va être que des mots, non ? Oui, mais il est dans la position de l'extrême centre hégémonique. Il n'a pas de concurrence sur sa gauche. Finalement, la seule concurrence qu'il a, c'est Marine Le Pen, qui est une concurrence qui l'arrange plutôt. Donc c'est pas grave s'il ne fait rien en vrai, à part des débats. Exactement, c'est sa stratégie. C'est sa stratégie. Si, ça peut être grave pour le pays, puisque si on va effectivement vers un nouveau second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on peut être sûr que ce sera sur fond d'abstention massive. On pourra être sûr que ce coup-ci, Marine Le Pen sera au moins à 40% et que ça générera une frustration profonde chez 60% des électeurs. Donc quand on est soucieux de la démocratie et de l'avenir de son pays, ça peut être un problème d'alimenter les frustrations, de lancer des débats comme ça sans faire des actes concrets. Mais il faut attendre, peut-être qu'il va le faire. Sait-on jamais. Je ne désespère pas du tournant populiste en quelque sorte d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron a un style en fait populiste. Il pratique la désintermédiation très largement. Il a squeezé tous les corps intermédiaires, il est très à l'aise avec le numérique, mais jusqu'ici, il était dans une idéologie, pour le coup, vraiment du vieux monde, européenne, etc. Et peut-être que les Gilets jaunes vont le pousser à faire ce tournant, comme François Mitterrand avait fait à l'inverse le tournant de la rigueur en 83. On verra ça.